OK. Bon, en fait, euh, ouais. Bienvenue au sixième laïs. Donc, celui-là, la matière présentée aujourd'hui n'est pas à l'examen, mais j'ai quelques précisions à vous amener par rapport à la matière et euh, on va faire des questions à la fin qui vont vous permettre aussi de, de que vous étudiez, de vous mener vers la bonne piste pour votre étude dans la semaine suivante, dans le fond. Donc, on va simplement faire une introduction au test statistique et on va revoir le fichier PDF aussi qui va avec, qui a été déposé sur Studium. Donc, oui, c'est ça. Le plan aujourd'hui, c'est de voir le test en 9 étapes, quelques définitions par la suite. J'ai quelques questions quiz et j'ai quelques retours à faire sur la matière. Donc, pour en fait la matière que je juge importante. Donc, avant de commencer, j'aimerais simplement juste revenir un peu sur l'intervalle de confiance de la variance. Je trouvais que je ne l'avais pas tout à fait bien expliqué la dernière fois et c'est quand même important parce que la variance, contrairement à la moyenne, il n'y a pas de commande R qui vous permet de directement arriver à l'intervalle de confiance de la variance, tandis qu'avec la moyenne, avec tes points test, ça vous donne directement l'intervalle. Donc, juste pour vous dire, donc ici, on avait la courbe de chi carré, étant donné que c'est notre échantillon de n issu, de n équivalent à n, et issu d'une population statistique qui est distribuée normalement. Donc, le rapport entre la variance de notre échantillon et la variance de notre population statistique, donc le segment carré, se comporte comme une loi de chi carré. Donc, pourquoi je répète ça? C'est simplement pour vous dire de faire attention dans l'examen et juste dans vos TP. Lorsqu'on demande une question, est-ce qu'on demande une question par rapport à la population statistique ou par rapport à notre échantillon? Parce que la réponse ne sera pas pareille selon ce qui est demandé. Donc, ici, les expressions alpha sur 2 et 1 moins alpha sur 2 doivent être comprises dans le sens que lower tail est égal à false. Donc, ça aussi, c'est bien important de savoir quand est-ce qu'on met lower tail égale true ou lower tail égale false. Et donc, alpha sur 2 ici représente la valeur critique du chi carré pour laquelle il y a alpha sur 2 chances qu'un chi carré soit supérieur à cette valeur critique pour n-1 degré de liberté. Même chose pour 1 moins alpha sur 2. Et donc, une fois que vous avez les chi carrés correspondant aux deux bornes, vous pouvez calculer l'intervalle de confiance de la variance en utilisant cette formule, donc n-1 fois la variance de votre échantillon, divisé par le chi carré, la valeur critique associée au chi carré. Donc, dans le fond, le chi carré à droite ici va vous donner la borne inférieure car vous allez diviser, le chi carré ici va être un plus gros chiffre. Donc, en divisant par un plus gros chiffre, ça va vous donner la borne inférieure. Et ici, le plus petit chiffre, en divisant par un petit chiffre, ça va vous donner la borne supérieure. Donc, c'est ça. Et je me suis un peu mélangée dans mon explication ici, donc je vous le mets un peu plus explicite avec la flèche en bleu qui vous indique à quoi correspond l'objet chi 2 supérieur ici, donc qui correspond à 1 moins alpha sur 2. Donc, étant donné que c'est lower tail égale false, donc ça correspond à toute cette partie en blanc plus cette partie verte. Donc, la valeur de critique de chi carré pour laquelle il y a 1 moins alpha sur 2 de chance qu'un chi carré soit supérieur à cette valeur critique pour n-1 degré de liberté tout le temps. Donc, dans cet exemple, avec le niveau de stress qu'on avait, on avait mis un alpha qui est égal à 0,05, ce qui est souvent le alpha qui est souvent utilisé dans la littérature. Et donc,
notre 1 moins alpha sur 2 ici correspondait à 0,975. Et ici, c'était simplement alpha sur 2, donc 0,025. Donc, ce deuxième objet qu'on a créé, donc qui de 1, correspondait simplement à cette partie en vert ici. Donc, on avait mis nos valeurs critiques dans deux objets différents et par la suite, on avait simplement utilisé, on avait simplement appliqué les formules que vous voyez encadrées en jaune. Et ça nous permettait de calculer l'intervalle de confiance de la variance de la variable stress associée pour les hommes. Donc, juste faire attention que ce intervalle de confiance correspond au sigma carré. Donc, en fait, on fait référence à notre population statistique et non pas à notre S carré ici. Et le 95% ici, en fait, ce que ça nous indique, c'est que notre alpha était de 0,05, oui, mais ça veut dire qu'il y a 19 chances sur 20 que la variance de la population statistique se situe entre 138 et 295. Et je dis bien la population statistique parce que ce n'est pas l'échantillon. L'échantillon, on aura calculé notre variance qui va être notre S carré et on aura notre valeur. Mais si on irait piger un autre échantillon de notre population statistique, on aurait 19 chances sur 20, donc 95% de chances de tomber entre ces deux valeurs. OK. Donc, ça, c'était le petit retour en lien avec la semaine passée. Donc là, on va commencer la matière d'aujourd'hui, donc le test en 9 étapes. Ici, j'ai simplement mis comme un petit rappel la notation qui est utilisée parce que c'est lorsqu'on va énoncer nos hypothèses, on va utiliser cette notation. Et donc, en fait, le test en 9 étapes, c'est important parce que ça va s'appliquer à tous les tests statistiques qu'on va voir par la suite. Donc, c'est essentiellement la deuxième moitié du cours, ce n'est que les tests statistiques. Donc, ça sera bien important de comprendre comment procéder. Donc, ce test en 9 étapes fait partie de la démarche scientifique. Donc, on a nos observations reliées à notre question qu'on se pose. On émet, en fait, les observations qui sont reliées au problème, donc ça va un peu ensemble. On émet nos hypothèses, donc pour répondre au problème. Donc, on se base sur nos connaissances préalables pour émettre une supposition. On fait notre échantillonnage, donc on récolte les données, ce qui permet de tester notre hypothèse. Et on aura par la suite nos résultats qu'on va interpréter. Donc, le test statistique, il s'inscrit au niveau de l'interprétation et la décision. Donc, dans le fond, on va prendre les résultats et les interpréter pour aboutir à une conclusion. Donc, la décision par la suite qui va être prise basée sur notre interprétation peut être variable, mais peut être plein de choses. Par exemple, ça peut être de limiter la pêche à une certaine espèce ou mettre un médicament sur le marché ou non. Donc, c'est ce genre de décision qui va être pris en se basant sur les résultats et l'interprétation de ces résultats. OK. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait le test en plusieurs étapes? En fait, c'est pour permettre de bien planifier notre travail. Pour s'arrêter à temps s'il y a un problème, par exemple, selon le type de variable qu'on a choisi, on peut avoir accès à certains tests ou non. Certains tests vont avoir besoin des conditions d'application, donc il faudra à ce moment-là les vérifier pour voir si ces conditions sont respectées ou non. Et pour s'assurer de calculer la bonne chose dans le sens que sur quoi est-ce que mes conclusions aboutissent? Donc, est-ce qu'on répond à notre question préalable qu'on s'est posée? Donc, on va commencer. Donc, la première étape, c'est la question biologique. Donc, on va poser notre question biologique
qui est une question simple. En une seule phrase, on énonce ce qu'on veut mesurer ou comparer. La question biologique va orienter notre test. Donc, ça peut soit être un test unilatéral ou bilatéral et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ce concept de unilatéral ou bilatéral est très important car ça va influencer la façon qu'on va écrire notre fonction, notre commande dans R. Donc, unilatéral, ce que ça veut dire, c'est qu'on oriente le test d'un côté, donc soit à droite ou à gauche. Donc ici, le premier exemple, est-ce que les garçons sont plus grands que les filles? C'est unilatéral parce qu'on s'attend à ce que les garçons, on cherche à savoir si les garçons sont plus grands que les filles et non seulement s'il y a une différence de taille. La deuxième question ici, c'est est-ce que les poissons du lac Raymond et du lac Abitibi ont la même taille? Donc, ça c'est bilatéral car ça peut soit être plus grand ou plus petit. Donc, on cherche des deux côtés, autant du côté gauche que de droite. Donc, ça va changer, unilatéral ou bilatéral va changer la façon qu'on va aller chercher les probabilités avec R. Dans le fond, ça va changer l'argument lower tail. La deuxième étape, c'est la déclaration des hypothèses. Donc, à cette étape-ci, on formule les hypothèses de manière officielle. Il faut le faire en respectant la question biologique. Donc, ça veut dire que si la question biologique a une orientation, l'hypothèse alternative, donc H1, va aussi avoir une orientation. Par orientation, je veux dire unilatérale ou bilatérale. Et on écrit les hypothèses en français, donc en littéraire, et en mathématiques, donc par rapport aux paramètres, donc les notations que je vous ai montrées tantôt. Et on fait toujours deux hypothèses, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Donc, l'hypothèse nulle, c'est en fait l'hypothèse du non-effet, donc qui formule l'absence de relation ou absence de phénomène qui dit qu'il n'y a pas de lien, pas d'effet et pas de différence. Donc, en fait, elle n'a jamais de direction. C'est peu importe la question biologique, l'hypothèse nulle n'a jamais de direction. Donc, elle n'est jamais unilatérale. Donc, ici, vous avez des exemples de H0 en lien avec la question biologique qu'on se posait tantôt. Donc, pour les brochets, on dit qu'il n'y a pas de différence entre les longueurs des brochets du lac Rimon et du lac Abitibi, et on l'écrit de façon mathématique avec la moyenne. Donc, les moyennes sont égales. On fait la même chose avec la taille des garçons et des filles. Donc, on l'écrit en français et en mathématiques avec le symbole de la moyenne. Et on utilise toujours le symbole qui réfère à la population statistique. Car notre but, c'est de faire des inférences sur la population statistique. Donc, on utilise mu et non pas X bar dans la formulation des hypothèses. Et même si pour la question biologique, des tailles, elle avait une orientation, c'est-à-dire qu'on cherchait si les garçons étaient plus grands que les filles, l'hypothèse nulle n'a pas d'orientation, comme vous voyez ici. Par la suite, l'hypothèse alternative, donc, c'est le contraire de l'hypothèse nulle. Elle indique un effet ou une différence et elle est bilatérale à moins que la question biologique ou des connaissances préalables vous indiquent une orientation particulière. Donc, à moins d'une connaissance ou que c'est indiqué dans l'énoncé de la question, c'est toujours bilatéral et dans R, c'est bilatéral par défaut. Mais tout ce qui vous permet d'orienter ou de ne pas orienter votre question biologique et votre hypothèse alternative va se retrouver dans l'énoncé de la question.
Donc, l'hypothèse alternative doit respecter l'orientation de la question biologique. Et donc, toujours en lien avec les exemples, donc, on a l'hypothèse alternative des brochets. Donc, les brochets sont de tailles différentes dans les deux lacs. Donc, on écrit ça de façon mathématique avec mu Raymond n'est pas égal au mu Abitibi. Donc, c'est bilatéral. On cherche simplement une différence sans savoir ou dans le fond, sans savoir dans quelle direction cette différence est. Donc, dans le sens où on ne sait pas si les brochets du lac Raymond sont plus grands que du lac Abitibi ou si c'est l'inverse. Et le H1 de notre deuxième exemple, donc celui-ci doit respecter l'orientation de la question. Et ici, la question était unilatérale, donc le H1 est unilatéral, donc les garçons sont plus grands que les filles. Donc, mu garçon est plus grand que mu fille. OK. OK. Par la suite, on va continuer avec un exemple. Donc, dans le fond, c'est un exemple pour l'étape 1 et 2. Donc, ici, on se pose la question, est-ce que les mâles et les femelles d'Amérique sont de la même taille? Donc, juste avec le vocabulaire, vous pouvez déterminer l'orientation de la question. Ici, même taille vous indique que c'est bilatéral. Ça ne dit pas que les mâles vont être plus grands que les femelles ou que les femelles sont plus grands que les mâles. Donc, l'hypothèse nulle va toujours être bilatérale. Donc, les mâles et les femelles sont de taille semblable ou sont de la même taille. Donc, on peut écrire ça avec cette expression mathématique ici. Et l'hypothèse alternative, c'est les mâles ont une taille différente des femelles. Donc, on cherche simplement une différence de taille entre les deux. Donc, c'est bilatéral ici et on l'indique avec le signe n'est pas égal à. Un autre exemple. Donc, ici, on se demande est-ce que la profondeur de l'Atlantique est plus petite que celle du Pacifique? Donc, c'est vraiment le vocabulaire qui vous permet de savoir si la question que vous vous posez a une orientation. Donc, ici, le plus petit vous dit que c'est un test unilatéral. Donc, on oriente le paramètre dans une certaine direction. Et lorsque c'est unilatéral, l'hypothèse alternative doit préserver cette direction de la question biologique. Donc, l'hypothèse alternative, c'est que la profondeur moyenne d'Atlantique est plus petite que celle du Pacifique, donc avec le signe moins que entre les deux. L'hypothèse nulle va toujours demeurer sans orientation, donc qui énonce qu'il n'y a pas d'effet ou pas de différence, comme c'est indiqué ici. La troisième étape, donc, c'est le choix du test statistique. Donc ici, on se base sur nos hypothèses et les variables qu'on veut comparer pour choisir le test approprié. Donc, c'est une décision importante car le choix du test à cette étape-ci va dicter le restant de nos étapes. Donc, ici, il faut indiquer la statistique, donc le test choisi et la formule correspondant à ce test. On l'indique à cette étape. Donc, dans le fond, la formule, c'est l'équivalent à la variable auxiliaire. Donc, on va voir ça pour chacun des tests dans les semaines qui suivent. La quatrième étape, c'est les conditions d'application. Donc, chaque test a des conditions à respecter et si elles ne le sont pas, le test pourrait donner un résultat qui est faux ou des réponses qui semblent correctes, mais qui sont faux. L'échantillon doit respecter les conditions d'application, sinon il faut corriger, il faut appliquer une correction ou changer de test. Donc, dans certains cas, ça va demander une vérification, donc ça va demander des étapes supplémentaires.
et, afin de vérifier si la condition est respectée, et il faudra faire ça et appliquer une correction ou même transformer les données, et on va voir comment on peut transformer les données. Ouais, donc, à cette étape-ci, de façon concrète, vous énumérez les conditions et si besoin, vous vérifiez si elles sont remplies. À l'étape 5, c'est la distribution de la variable auxiliaire. Donc, un test statistique va comparer une population à une distribution théorique. Donc, dans le fond, on veut savoir si ce qu'on observe peut être semblable à une distribution théorique connue. Et donc, on va énoncer la variable qui va être utilisée pour calculer notre distribution théorique. Donc, dans le fond, l'hypothèse nulle, ce que ça énonce, c'est est-ce que je pourrais voir ce résultat ou est-ce que c'est trop extrême? Donc, est-ce qu'il est probable de voir ce résultat? Et on va avoir une variable auxiliaire en lien avec notre hypothèse et la probabilité qui est associée à cette variable auxiliaire qui va être trouvée avec R. Donc, à l'étape 3, on va nommer le test et la variable auxiliaire, donc la formule qui est associée à notre test. Et c'est sur celle-ci qu'on va tirer nos conclusions, car on connaît la distribution que suit notre variable auxiliaire. Donc, ça va soit une distribution de la loi de Student, de Fisher, de Kikare. Donc, les lois de distribution qu'on a vues la semaine passée, ils vont servir à conclure sur nos résultats, dans le fond. Oui, donc ici, donc vous indiquez si H0 est vrai parce que c'est vraiment l'hypothèse nulle qu'on teste. La variable auxiliaire suivant une distribution et vous complétez avec la loi de distribution qu'on va utiliser. Et vous indiquez le nombre de degrés de liberté s'il y en a. À l'étape 6, donc les règles de décision, donc on doit déterminer le seuil alpha qui correspond au risque d'erreur qu'on prend en ne rejetant pas H0. Donc, chaque règle de décision est accompagnée des probabilités et alpha permet de déterminer si on rejette ou ne rejette pas notre H0. Donc, ça indique la probabilité d'avoir une valeur aussi extrême ou plus extrême. Et donc, on indique à quel moment on va rejeter ou pas H0 et la probabilité, on va la trouver avec R. Oui, il y a des exceptions avec les tests de permutation, donc on va voir ça à la prochaine séance. Et la probabilité représente les chances de se tromper en rejetant H0. Donc, lorsqu'on rejette H0, ça ne veut pas dire qu'on accepte notre hypothèse alternative H1. Et lorsqu'on ne rejette pas H0, ça ne veut pas dire qu'on accepte H0. C'est simplement la façon que le test est construit, qu'on va toujours tester H0, mais si on le rejette, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on accepte H0, H1, je veux dire. Donc, il faut faire attention à nos conclusions. Et pour les tests par permutation, on a des règles de décision basées sur les probabilités qu'on va voir plus tard. Donc, l'étape 7, c'est l'étape des calculs. Donc, tous les calculs reliés à la variable auxiliaire vont se retrouver ici et c'est ici que vous allez placer les résultats que vous obtenez avec votre console R. Donc, dans le fond, vous retranscrivez la réponse de R, donc soit la valeur critique ou la p-value que vous trouvez. Et donc, c'est la probabilité calculée qui est associée à votre variable auxiliaire. Si on n'aboutit pas à un des deux, donc à la valeur critique ou à une probabilité, il vous reste sûrement des calculs à faire. Donc, l'étape de 1 à 6 était une préparation pour l'étape 7, qui est l'étape où se retrouvent tous vos calculs. La majorité des calculs, en fait, presque tous vos calculs vont se faire avec R. Il n'y aura presque pas de calcul à la main. À l'étape 8, c'est la décision statistique. Donc, vous comparez
le résultat obtenu à l'étape 7 avec les règles de décision de l'étape 6. Donc, c'est à ce moment-ci que vous décidez si la probabilité, en fait, vous décidez si vous rejetez ou pas H0. Donc, en fait, cette décision est basée est prise en tenant compte une certaine probabilité, donc habituellement un alpha de 0,05. Et finalement, la dernière étape, l'étape 9, c'est l'interprétation biologique. Donc, vous reprenez votre question biologique de l'étape 1 et vous répondez selon votre décision que vous avez prise à l'étape 8. Donc, ça veut dire que vous émettez une explication brève, biologiquement plausible à vos résultats. Donc, vous fournissez une explication des phénomènes qui pourraient expliquer une différence que vous avez trouvée ou si vous n'avez trouvé pas de différence, mais qui pourrait expliquer pourquoi il n'y a pas de différence. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous faites rapidement. Pas besoin de faire des grandes recherches pour ça. Ça doit juste simplement rester cohérent. Assurez-vous de ne pas vous répéter, c'est-à-dire si vous trouvez que les garçons sont plus grands que les femelles, mais allez chercher une raison biologiquement plausible, mais ne vous répétez pas en disant les garçons sont plus grands que les femelles, que les femmes, parce que les femmes sont plus petites que les garçons. OK. Et juste un petit avertissement. Donc, faut jamais revenir sur vos pas une fois que vous avez choisi un test. Donc, à l'étape 3, si vous choisissez un test, mettons, ici, j'ai marqué le test de student, et qu'à l'étape 4, les conditions ne sont pas remplies, les conditions d'application, vous ne modifiez pas l'étape 3, vous inscrivez les conditions à l'étape 4, vous indiquez quelle condition n'est pas remplie, et c'est à l'étape 5 que vous effectuez un autre test ou que vous décidez d'effectuer un autre test en vous basant sur l'étape 4, dans le fond. Et dans les étapes suivantes, vous complétez ce nouveau test. Donc, je mets ce petit avertissement car je pense que dans le TP 3 ou 4, il y a une situation où ça va vous arriver. OK. Donc, on va juste voir quelques définitions maintenant. Donc, l'erreur de type 1, donc, qui est aussi appelée alpha. Donc, c'est la probabilité de se tromper. Donc, c'est la probabilité de rejeter H0 alors que c'est vrai. Donc, j'ai un petit tableau ici donc, qui vous illustre, qui schématise un peu plus ça. Donc, il y a deux types d'erreurs, erreur de type 1, alpha, et bêta, erreur de type 2. Donc, alpha, c'est un faux positif, c'est-à-dire que H0 qui indique qu'il n'y a pas de différence entre deux groupes et que nous, on trouve une différence. Donc, c'est un faux positif. OK. Dans le chat, si le nouveau test dans l'étape 5 n'est toujours pas correct, devons-nous refaire l'étape 5? Mais dans le fond, selon ce que vous cherchez, donc selon si votre test compare des moyennes ou des variances, il n'y aura pas, vous allez avoir quelques tests pour chacun des paramètres, mais il n'y en aura pas 1000 tests non plus. Donc, on va vous indiquer lorsqu'il n'y a pas une condition d'application qui est remplie, quel test effectuer. On va vous présenter comme un arbre décisionnel qui va vous permettre de choisir le bon test dans les cas que ça arrive. OK, de rien. Donc, c'est ça. Donc, l'erreur alpha, j'étais en train de dire, c'est dans le fond lorsqu'on trouve une différence, mais qu'il n'y en a pas une. Tandis que l'erreur bêta, l'erreur de type 2, c'est un faux négatif. Donc, nous, on trouve qu'il n'y a pas de différence, mais que
il y en avait une. Donc, H0 est fausse, donc on doit la rejeter, mais nous, on ne la rejette pas. Donc, souvent, on se concentre vraiment plus sur l'erreur de type 1, donc alpha, qui est souvent égal à 0,05 dans la littérature, comme je disais tantôt. Donc, ça indique que lorsqu'on dit qu'il y a 0,0, lorsque alpha est égal à 0,05, ça veut dire qu'on a 5% de chance de commettre une erreur de type alpha. Donc, on a une chance sur 20 de se tromper. Donc, on a une chance sur 20 de rejeter H0 alors qu'il est vrai. Donc, ça veut dire qu'il y a une absence de différence, mais que nous, on indique qu'il y a une différence. Donc, ouais, c'est ça. Puis, juste une façon de vous rappeler de ça, en fait, ce que moi j'utilise, c'est l'image suivante. Donc, ici, simplement l'erreur de type alpha. Donc, c'est un faux positif. Donc, le médecin ici indique qu'il y a un résultat positif, donc une différence trouvée chez un homme en lui disant qu'il est enceinte, mais on sait que ce n'est pas possible. Donc, il trouve un résultat positif lorsqu'il n'y en a pas un. Tandis qu'ici, la femme est clairement enceinte, donc elle a un résultat positif. Donc, on a une différence, mais le médecin indique qu'elle n'est pas enceinte. Donc, dans le fond, on devrait rejeter H0. Il y a une différence, mais on ne le rejette pas. Donc, et deux dernières définitions. Donc, ces deux dernières, ça va faire plus de sens lorsqu'on voit des tests statistiques concrets. Dans le fond, il y a deux grands types de tests statistiques, les tests paramétriques et non paramétriques. Donc, les tests paramétriques, c'est qu'on a une variable auxiliaire qui est calculée à partir d'un paramètre. Donc, on va construire notre variable auxiliaire à partir d'un paramètre d'intérêt. Ça va être fondé sur une distribution théorique. Donc, à l'étape 5 de notre test en 9 étapes, la variable auxiliaire va suivre une distribution de la loi de Student, Fisher, Key-Carré ou des lois qu'on a vues. Et il y a plusieurs conditions d'application. Donc, il y en a beaucoup. En fait, il y en a plusieurs à l'étape 4 qui devront être respectées et donc il faudra vérifier ça. Tandis que des tests non paramétriques, c'est une inférence par rapport à un paramètre, mais la variable auxiliaire n'est pas construite à partir du paramètre d'intérêt. Donc, si je compare la moyenne, par exemple, il n'y a pas de moyenne dans notre variable auxiliaire. Donc, on n'utilise pas on n'utilise pas de loi de distribution théorique. Il y a peu de conditions d'application. Donc, la seule condition d'application, c'est l'indépendance des observations qui est presque toujours remplie. Et on utilise ces tests non paramétriques lorsque les tests paramétriques posent certains problèmes au niveau des conditions d'application. Donc, dans le fond, lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Donc, par exemple, si on a des variables semi-quantitatives où on a un petit n, donc là, on ne pourra pas utiliser les tests paramétriques qui sont à favoriser habituellement. Donc, on a presque fini le laïus. Donc, juste une question pour vous. Vous pouvez lever la main. Donc, ici, je vous demande simplement de d'énoncer l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. Donc, la situation ici, c'est concernant l'anémie reliée à la déficience en fer. Donc, il y avait une évaluation de la diète qui était faite chez 51 garçons de 9 à 11 ans qui provenaient des familles de niveau socio-économique faible. Donc, l'apport moyen en fer de ces garçons était trouvé d'être 12,5 mg avec un écart type de 4,75 mg. Donc, si on suppose que la moyenne de
de l'apport en fer chez la population générale des garçons de 9 à 11 ans de tous les niveaux socio-économiques est de 14,44 mg. L'écart type avec cette population, c'est de 5,56 mg. Et on veut tester si l'écart type des garçons provenant des niveaux socio-économiques faibles est comparable à celui de la population générale. Donc, si vous voulez répondre, vous pouvez simplement lever votre main ou l'inscrire dans le chat. OK. Il y a Brune qui écrit l'hypothèse nulle. Il n'y a pas de différence d'apport en fer entre les garçons de différentes situations socio-économiques. François, l'apport en fer chez les garçons de 9 à 11 ans, des familles vivant sous le seuil de pauvreté est comparable. OK. OK. Dans le fond, vous êtes dans la bonne voie. C'est juste que là, on voulait comparer l'écart type. Donc, il faut bien préciser que on compare, dans le fond, l'écart type et parce que la façon que vous avez formulé vos hypothèses, c'est comme si on comparait la moyenne de l'apport en fer, ce qui n'est pas ce qu'on cherche ici. On veut comparer l'écart type entre les deux populations. Donc, les deux populations ici, c'est les garçons provenant des familles avec un faible revenu et l'autre population, c'est la population générale. OK. Ouais, j'aimerais simplement faire un petit retour sur les box plots parce qu'il y avait une question en lien avec ça dans le TP. Donc, et je crois que je ne l'avais pas précisé lorsqu'on avait passé cette diapo. Donc, dans le fond, pour construire un boxplot, vous utilisez la fonction boxplot lorsqu'il s'agit simplement, vous avez simplement une boîte avec un diagramme en moustache comme dans le premier graphique ici. Donc, le premier argument, c'est signe vitaux, signe de pièce, kilogramme. Donc, on a le poids des patients sur l'axe des X et on a c'est simplement ça qu'il faut indiquer et on indique le titre de notre graphique ainsi que l'axe des Y. Donc, pour un diagramme avec seulement une boîte, c'est assez simple. On doit simplement indiquer ce qu'on veut sur l'axe des X. En fait, sur l'axe des Y, désolé. Donc, sur l'axe des Y, notre variable qui nous intéresse, c'est la masse des patients. Donc, on va chercher la colonne kilogramme dans le tableau signes vitaux qu'on utilisait. Cependant, si on veut un boxplot avec deux types, donc comme le graphique d'en bas ici, donc là, ce qu'on essaie d'illustrer, c'est la même chose, donc la masse de nos patients, mais on veut qu'ils soient séparés entre femelles et mâles. Donc, on a notre tableau avec une colonne qui s'appelait sexe, qui avait soit la lettre M ou F pour indiquer le sexe de nos patients. On a besoin de transformer cette colonne comme as factor pour que R interprète ça comme un facteur. Un facteur, c'est une catégorie dans le fond. Parce qu'avant ça, si ce n'est pas mis en as.fact, si ce n'est pas converti en facteur, R va simplement l'interpréter comme des caractères. Donc, lorsqu'on met cette colonne en facteur, ça va donc avoir
R va donc avoir une catégorie F et une catégorie M pour les deux sexes. Par la suite, c'est plot, donc pas boxplot, plot. On met l'axe des X, donc le signe vitaux, signe de pièce, sexe. Donc là, on l'avait déjà mis sous facteur, donc ça va permettre de les séparer de façon automatique. Notre axe des Y demeure pareil, donc signe vitaux, signe de pièce, kilogramme pour la masse sur l'axe des ordonnées. Donc, puis après, vous mettez le titre, donc main ou sub et ylab et xlab selon pour nommer vos axes. Donc, aussi en lien avec les boxplots, donc pour la symétrie, dans le fond, la ligne en gras au milieu, c'est la médiane. Et vous avez le premier quartile et en fait du 25e percentile au 50e percentile et du 50e percentile au 75e percentile dans la boîte. Donc, c'est les 50 la boîte correspond aux 50 percentiles du centre de vos données. Et on peut vous demander la symétrie reliée à votre boxplot. Donc, pour savoir si il y a une asymétrie dans le fond reliée à votre boxplot, vous faites simplement une rotation de votre boxplot de 90 degrés vers la droite. Donc, vous imaginez à l'horizontale. Donc, mettons, le boxplot d'ici, il serait asymétrique vers la gauche, car la queue de vos données se situe vers la gauche. Si vous faisiez une rotation de 90 degrés de ce graphique à droite. Ouais, donc ici, c'est plus, c'est ce que je disais tantôt. Donc, on vous représente ici les manières d'interpréter la signification des différents éléments du boxplot. Donc, vous avez les outliers, donc les données extrêmes, ce qu'on appelle le minimum et le maximum, donc qui correspond à un écart de 1,5 par rapport à l'écart interquartile qui est situé ici. Et vous avez la médiane au milieu et les percentiles que j'ai mentionnés tantôt. Donc, dans le fond, ici, left skewed, ça veut juste dire asymétrie à gauche. Comme vous voyez ici, la queue des données est à gauche, tandis qu'une asymétrie à droite, c'est l'opposé. Et il y a des boxplots beaucoup plus complexes comme ça, mais ça, c'est simplement pour vous illustrer que la complexité peut vite augmenter. Il est quelle heure? OK. Je vais juste passer à travers le document PDF rapidement, puis par la suite, j'ai quelques questions et on fera la séance d'aide par la suite. Donc, OK. Donc, je crois que vous avez tous accès à ce document. C'est bien le cas? Oui, parfait. Okay. Donc, dans le fond, ça vous illustre de manière concrète comment vous allez devoir faire vos tests en 9 étapes. Donc, je vais passer rapidement à travers les étapes qu'on a déjà vues. Donc, l'étape 1, vous formulez la problématique. Donc, ça va être en forme d'une question relativement simple. Donc, ici, on a un exemple avec la vitesse catalytique de la fumérase
est-elle similaire à celle de la triose phosphate isomérase? Donc, on compare la vitesse de la réaction enzymatique de deux enzymes différents. Dans l'étape 2, ben, vous énoncez vos deux hypothèses. Donc, ici, en fait, la partie importante des étapes 1 et 2, c'est vraiment de déterminer l'orientation de votre test. Donc, ça vous sera fourni dans l'énoncé. Ou, dans certains cas, ça peut faire appel à votre logique, mais si on veut vous orienter vers un certain vers unilatéral ou bilatéral, ça va être mentionné dans l'énoncé. Donc, l'hypothèse nulle est tout le temps une hypothèse de non-effet et l'hypothèse alternative dépend de l'orientation de votre test. Donc ici, dans un test bilatéral, mais en fait, dans un test bilatéral ou unilatéral, l'hypothèse nulle serait que la vitesse catalytique moyenne de les deux enzymes sont similaires. Donc, avec une expression mais exprimée en français et en mathématiques. Et si le test est bilatéral, on dirait que la vitesse catalytique moyenne des deux enzymes diffère, donc avec le signe n'est pas égal à. Donc, l'exemple avec les lacs, on l'a déjà vu. Donc, à l'étape 3, c'est où vous écrivez le choix de test. Donc, ça va être, par exemple, ici l'exemple, dans l'exemple, on va utiliser le test statistique T de student. Donc, vous écrivez le nom du test et la variable auxiliaire qui est associée. Donc, ici, il s'agit du T car et qui correspond à la formule suivante, mais en fait, à tout ça. La raison pourquoi on utilise un test T de student, c'est parce qu'on veut comparer deux moyennes, mais selon ce qu'on veut comparer, on va changer de test. Par la suite, à l'étape 4, c'est les conditions d'application. Donc, il faut simplement les écrire et voir s'ils sont respectés. Donc, s'ils ne sont pas respectés, on ne pourra pas utiliser le test qu'on veut utiliser à l'étape 3. Donc, mettons ici, dans le test de student, c'est les indépendances des données, l'équivariance des groupes, que la variable suit une distribution normale. Donc, soit on va vous l'indiquer dans l'énoncé de la question que les conditions sont remplies, ou soit vous allez devoir vérifier si les conditions sont remplies. L'étape 5, c'est à quelle distribution on va comparer notre variable auxiliaire. Cette distribution est valide lorsque H0 est vrai. Donc, dans le cas des tests paramétriques, on aura accès à une distribution théorique parmi les lois qu'on a déjà vues, et c'est à ça qu'on va faire référence. Et dans les tests non paramétriques, donc, on va comparer des rangs. Donc, ça va être une situation plus particulière qu'on va revoir plus tard. Donc, la façon d'écrire l'étape 5, c'est que si H0 est vrai, donc il faut bien écrire ça, la variable auxiliaire suivra une distribution T de student à nu degré de liberté. Donc, le nu ici correspond à N-1. Donc, par la suite, l'étape 6, c'est les règles de décision. Donc, c'est le seuil alpha, dans le fond, qui définit le risque d'erreur de type 1 qu'on prend en ne rejetant pas H0. Donc, ça va dépendre de la probabilité qu'on a choisie. Donc, c'est où l'exemple? OK, donc on rejette H0 au seuil alpha. Donc, souvent, ça va être un seuil alpha de 0,05 si la probabilité calculée est, si P4 est moins que 0,05.
Puis, à l'étape 7, c'est simplement le calcul du test qui va différer pour chacun des tests statistiques qu'on va voir. Donc, dans le fond, ça va être une commande différente dans R. Et à l'étape 8, ça va être la décision statistique selon l'étape 6 et l'étape 7. Donc, soit on va rejeter ou non l'hypothèse nulle. Donc, comme l'exemple ici, ça indique comme P4 égale 0,031, qui est plus petit que alpha égale 0,05, on rejette H0. Donc, c'est simplement, on compare la valeur de notre variable auxiliaire qu'on a calculée plus haut ici avec une des deux formules et plus petit que l'alpha qu'on a décidé à l'étape 6. Donc, souvent, ça va être 0,05. Et l'interprétation biologique, mais c'est simplement vous fournissez une explication qui peut être plausible en essayant de ne pas vous répéter. Bon, on va revenir au PowerPoint. Bon, j'ai une ou deux questions pour vous. Donc, je pense que j'en ai deux. OK, donc vous pouvez simplement lever votre main. Donc, dans le fond, la première question s'agit de Corinne, ancienne chef démon du cours, participe en 2012 à un inventaire de la faune avienne du Québec. À partir d'une carte du Québec, elle a pu obtenir un échantillonnage systématique de 50 points pour lesquels elle appliquera la méthode des points d'écoute qui consiste à déterminer le nombre d'oiseaux dans un rayon de 25 mètres autour de l'observateur pendant une durée standard de 10 minutes. En plus du nombre d'oiseaux, Corinne a aussi caractérisé le milieu à l'aide de diverses variables environnementales. Voici les variables qu'elle a choisi de mesurer. Donc, l'altitude, le type de peuplement, la vitesse du vent, la couverture du milieu en air et le nombre d'immeubles dans un périmètre de 1 km. Donc, vous pouvez simplement lever votre main. La question, c'est quel est l'élément? Oui, François? Ce serait les points d'écoute, un point d'écoute. Oui, c'est ça, c'est un point d'écoute. Quelle serait la population statistique? Encore moins ou Comme vous voulez. euh, on parle de l'échantillon statistique, mais c'est tous les points d'écoute. Peut-être les 50 points d'écoute qu'elle a visités. Dans le fond, c'est toute la faune avienne du Québec. Ouais, c'est tous les points d'écoute et vous devez préciser où et quand. Donc, ce serait tous les points d'écoute au Québec en 2012. Oui, c'est ça. Et la population cible? Tous les points d'écoute du Québec? Oui, c'est ça. OK. Par la suite, pour les variables, donc on peut aller en ordre pour en fait répondre de quel type de variable s'agit-il. Brune, est-ce que vous avez une question ou c'est pour répondre? Oui, c'est une question sur la population statistique. Est-ce qu'on peut préciser
tous les points d'écoute de la faune asienne du Québec en 2012 ou on ne doit pas mettre de la faune asienne? Je pense la faune avienne n'a pas tant rapport, c'est vraiment les points d'écoute euh, qui sont importants. Ok. Parce que c'est ce qu'on va échantillonner. OK. Donc, la variable altitude. Encore une fois, vous pouvez simplement lever votre main et indiquer de quel type de variable il s'agit. Quantitative continue avec zéro arbitraire. Oui, c'est ça. Le type de peuplement. Qualitative. Oui. La vitesse du vent. Quantitative continue avec zéro vrai. Oui. La couverture du milieu en arbre. Semi-quantitative. Oui. Et le nombre d'immeubles. Quantitative non continue avec zéro vrai. Oui. Ouais. Donc, c'est une variable discrète. Discrète. Oui. OK. Ouais, ici, c'était juste une deuxième question. Donc, ici, c'est... attends, y a-t-il une question? Pourquoi c'est zéro arbitraire pour l'altitude? Mais dans le fond, la façon que l'altitude est déterminée, c'est par rapport au niveau de mer qui est arbitraire dans le sens qu'on a décidé que zéro correspondait au niveau de mer. OK. J'ai une question par rapport à ce genre de questions-là. Oui, Dans le devoir, là, pour les latitudes puis longitudes, par oui, exemple, les coordonnées. les coordonnées, Oui. moi, j'avais mis zéro arbitraire, Mhm. puis j'avais eu une faute, puis je comprenais Oh, pas. oui, ça a été corrigé. Je ne sais pas si vous avez vu le message de Laurence sur Studium, Ah, parce qu'on avait, nous aussi, on se posait la même question, parce que dans le corrigé, ça disait zéro vrai. Euh, mais on a discuté avec le professeur, avec Dr. Collin, et en fait, on a accepté les deux réponses, mais dans l'examen, ça ne va pas être ambigu de même. OK, parfait. C'était juste une question. OK. Merci. Merci. De rien. Donc, dernière question. Marie-Hélène s'intéresse aux plantes et s'interroge en ce qui concerne l'impact du réchauffement climatique sur les espèces. En effet, des études récentes démontraient un changement dans la distribution des espèces de plantes. Dans le cadre d'une étude sur les populations de gentianes en Europe, elle se rend dans les Alpes afin d'étudier les populations de la gentiane pourpre. À partir d'une carte des Alpes, elle a sélectionné aléatoirement 20 points d'échantillonnage de 1 km². À chaque point, elle détermine la densité de plantes de gentiane sur 1 km² et mesure la température ambiante. Elle possède donc pour chaque point d'échantillonnage la densité de plantes de gentiane pourpre en nombre par km², ainsi que la température ambiante. OK. Ces résultats se retrouvent dans le tableau suivant. OK, donc quel est l'élément ici? Vous pouvez lever votre main. Oui, François? C'est
Un point d'échantillonnage de 1 km². Oui, c'est ça. Et la population statistique, C'est tous les points d'échantillonnage de 1 km². Je sais pas la date. Des Alpes. Je ne sais pas à quelle date c'est fait. En ouais, juillet. oui, c'est ça. Donc, c'est l'ensemble des points d'échantillonnage des Alpes en juillet 2012. Ouais. Donc, c'est tout pour le laïus. Vous avez le TP 2 à remettre pour demain. Et votre intra est dans une semaine environ. Donc, pour l'intra, je vous conseille de prendre le temps de bien lire les questions. Est-ce que ça vous demande par rapport à votre échantillon ou la population statistique? Ouais, prenez le temps de bien lire les questions. Et pour les questions reliées aux probabilités et valeurs critiques, en tout cas, moi, je fais des schémas pour m'aider à comprendre qu'est-ce que je cherche. Donc, pratiquez-vous à faire des schémas et ça va mieux vous aider parce que parfois, ça peut être un peu tricky de savoir de quel bord est-ce qu'on cherche selon si c'est lower tail égale true ou false. Donc, portez attention à ça et lisez bien les questions. C'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, juste un instant. Oh, c'est ça. N'oubliez pas d'étudier sur les éléments sur lesquels on a mis de l'emphase. Donc, et l'examen intra est souvent un peu moins bien réussi que le final parce que les notions sont plus théoriques et abstraites. Donc, ça peut être plus difficile, mais c'est quand même très faisable. Et donc, assurez-vous de bien comprendre. On a vu plusieurs formules par rapport aux différents paramètres comme la moyenne, la variance. Vous n'allez pas devoir calculer quelque chose à la main, mais assurez-vous de bien les comprendre pour pouvoir faire des interprétations. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions générales? Oui, François, vous avez une question ou c'est-tu la main levée depuis tantôt? Non, j'ai oublié de Non. baisser. OK, ça va. Donc, on peut prendre une pause de 10 minutes. Donc, vous pouvez revenir à 14h20 et on sera là pour répondre à toutes vos questions à ce moment-là.